Bienvenue dans votre rendez-vous de la semaine, mesdames et messieurs. Merci de continuer à nous faire confiance. Info 7 de ce dimanche a le plaisir de recevoir pour vous, pour la énième fois, le secrétaire général de Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito, Blanchard Mongomba. C'est avec lui que nous allons donc décortiquer l'actualité de la semaine qui reste dominée par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi la remise reprise au sein de différents ministères après la nomination par le président de la République du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. Blanchard Mongomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci de l'invitation. Et comment vous allez? Oui, ça va plutôt bien. Je crois que malgré le social ne marche pas bien, malgré l'environnement dans notre pays ne permet pas ce que nous puissions avoir ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, mais Dieu nous fait grâce, on est en bonne santé. Et comment se portent les partis politiques Nouvel Élan? Le Nouvel Élan se porte bien. Je crois que tout récemment, nous étions en mini-tournée dans la province du Kwilu et un peu dans le Kwango, où nous avions sillonné ensemble avec l'initiateur du parti, les camarades Adolphe Muzito. On a fait Bagata en passant par Fatundu, on a été à Kikwit, on a fait Idiofa, Gungu, Bulungu, Bandunduville, et puis on est revenu à Bagata centre où nous avions ensemble avec la population essayé de constater, de faire le constat de la situation sécuritaire, mais également la situation sociale et envisager les perspectives de prochaines élections en 2023. Et quel est le constat que vous avez fait? Le constat est très malheureux, c'est que nos provinces ne vivent presque pas, nos territoires sont coupés du centre, ce qui fait que la pauvreté se porte très bien. Et nous disons que puisque cette population n'a pas droit, n'est pas obligée de vivre la situation qu'elle traverse aujourd'hui, nous devons travailler, nous comme leaders politiques, mettre en place, mettre en exergue nos intelligences, nos propositions en termes de projet de société, en termes de programme de gouvernance pour essayer, tant soit peu, améliorer la situation de cette population en 2023. C'est déjà quand même une année électorale, hein, et on voit plus Nouvel Élan qui est dans le Grand Bandundu. Quand est-ce que vous allez vous rendre dans le Haut-Katanga, dans le Kasaï? Parce que votre leader, c'est un candidat, non, à la présidentielle, si je ne me trompe pas, où vous allez faire le choix. Non, c'est les candidats naturels du Nouvel Élan. Mais je ne veux pas vous surprendre. J'ai été, il y a une année passée, j'étais allé inaugurer et installer le siège et le comité provincial du Nouvel Élan Kasaï oriental. J'ai séjourné à Mbujimaï. Je crois que les images vont témoigner cela. Si vous regardez même dans les réseaux sociaux et dans vos différentes chaînes, c'était passé. On est mieux implanté sur toute l'étendue de la République. Dans le Nouvel Élan aujourd'hui, avec ces 4 ans... mais non, par rapport à la tournée, oui, je crois que la tournée, on a un calendrier. Le leader de notre parti, comme je l'ai dit, était dans la partie Grand Bandundu, une partie du Grand Bandundu. Il s'est déplacé pour le contact diplomatique au moment où nous parlons. Il est en tout cas à l'extérieur du pays. Dès qu'il revient dans moins de 2 semaines, nous allons poursuivre cette tournée. Nous irons effectivement dans le Kasaï, nous irons pourquoi pas dans l'espace Grand Équateur, mais également dans la partie, je dirais, orientale, hein, le Grand Oriental, je vois le Haut... l'Ituri, toutes ces provinces-là, donc nous irons partout. Donc il y a un calendrier, mais nous avions estimé qu'il fallait commencer par l'espace Grand Bandundu, parce que vous êtes sans ignorer qu'au-delà de l'insécurité que nous dénonçons dans la partie est de notre pays, il y a le Maïndombe qui est récemment, qui fait l'objet de cette situation d'insécurité également, à Kwamout effectivement. On a été là, mais il fallait
continuer à aller dans d'autres territoires, d'autres provinces pour prêcher ces messages de paix, montrer aux populations que nous pouvons vivre ensemble, quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos difficultés. Il y a quand même des voix qui estiment que Adolphe Muzito est plus concentré dans le Grand Bandundu parce que c'est là son territoire ou sa province d'origine. Non, ben je crois pas. Je crois pas parce que dernièrement, comme je l'ai dit tantôt, lorsque nous étions allés au Kasaï, à Mbujimaï précisément, le d'aucuns avait estimé que non, ben il est allé au Kasaï parce que c'est là où c'est la province de son épouse. Lorsque nous irons à l'Équateur, les gens diront non, ils sont allés à l'Équateur parce que c'est la province du secrétaire général. Donc c'est ça justement, les gens ont toujours des gigottes, les gens ont toujours une façon de voir. Mais le plus important pour nous, c'est les calendriers, l'agenda que nous avions prévu pour nos différentes activités. Donc on a effectué la tournée dans une bonne partie du Grand Bandundu, comme je l'ai dit. La prochaine étape, ce sera le Kasaï, et après le Kasaï, nous irons ailleurs, le Kivu, la province orientale et puis l'Équateur. Donc nous allons sillonner partout parce que, vous l'aviez dit tantôt, c'est que Adolphe Muzito est pressenti candidat du Nouvel Élan à la présidentielle parce que notre base ne fait que réclamer sa candidature. Donc d'ici le mois de juin, lorsque nous irons au Congrès, tout va se définir et je crois Avant de prendre ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, permettez-moi de poser cette question. On le voit quand même à travers les réseaux sociaux. Des gens qui se posent des questions. Adolphe Muzito était déjà Premier ministre dans ce pays, on le sait tous. Et on sait qu'en RDC, ce n'est pas le président qui gère, mais c'est le Premier ministre qui gère. Adolphe Muzito, qu'est-ce qu'il a encore de plus à apporter ou à donner à cette population congolaise dès lors qu'il était déjà quand même Premier ministre dans ce pays? Je crois que ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. J'entends ça dans le millier de Congolais où nous vivons, à la cité, un peu partout. Mais je dirais qu'en tant qu'humain, tant qu'on n'a pas encore, en tout cas, rendu l'âme, l'humain a toujours de quoi donner dans son milieu, dans la société. Et pour le cas d'Adolphe Muzito, je crois qu'il a été Premier ministre. Vous n'allez pas me dire le contraire. Lorsqu'Adolphe Muzito entre au gouvernement, d'abord, je commencerai par le principe, c'est qu'on peut évaluer l'action d'un gouvernement ou d'un Premier ministre sur base des indicateurs existentiels. Vous ne pouvez pas évaluer un Premier ministre ou un gouvernement ou un ministre sur base de les on-dit. Parce que les gens qui disent cela, lorsque vous leur demandez de vous donner chiffres à l'appui les indicateurs qui démontrent que Adolphe Muzito n'a rien fait, ils ne sauront pas vous donner ces éléments. Mais moi, je suis ici et là, je suis prêt à vous donner quelques indicateurs. Lorsqu'Adolphe Muzito entre au gouvernement, il trouve par exemple le budget de l'État à 860 millions de dollars. Mais il a fallu travailler pour quadrupler justement ces budgets et en quittant le gouvernement, il laisse un budget de 3,6 milliards de dollars. Je crois que ça, c'est déjà un élément qui démontre à suffisance sa capacité managériale, sa capacité à améliorer la situation des Congolais. C'est vrai que le gap est tellement énorme et que lorsque vous quadrupler les budgets, on ne sait pas toujours ressentir ça, mais déjà sur le plan... Et surtout dans le social aussi, la population n'arrivait pas à sentir cela. Non, il faut faire la différence entre la situation sociale de notre peuple par rapport à d'où nous venons, c'est-à-dire de 1960 à aujourd'hui. Le Congo n'a fait que détruire son économie. L'élite congolaise, nous devons être conscients et sincères en reconnaissant que nous avions détruit notre économie. C'est que le Belge nous a laissé. À cette destruction. Lorsque Adolphe Muzito, je dirais qu'il fait partie de l'élite. Lorsque je dis que l'élite congolaise a détruit notre économie de 1960 en 1997, nous faisons partie de cette élite. Mais à partir de Sun City, lorsque les leaders politiques se sont retrouvés et ils ont levé ensemble l'option de faire changer les choses avec l'avènement de la Constitution du 18 février 2006, il est possible ou il est en tout cas démontrable que les choses avaient commencé à s'améliorer petit à petit, si bien que le gap ou ce que nous pouvons considérer comme destruction de l'économie est tellement grand que
les changements ne pouvaient pas venir brutalement ou rapidement. Mais les indicateurs, le chiffre sur le plan de la comptabilité, sur le plan de l'économie, prouvent à suffisance que l'apport d'Adolphe Muzito n'était pas moindre. Parce que lorsque vous trouvez un pays avec une dette extérieure publique de 14 milliards, vous améliorez, vous faites annuler cette dette à plus ou moins 9 milliards de dollars. Je crois que c'est un changement. Vous trouvez les magistrats non recrutés et qui ne touchaient pas un salaire aussi important, vous améliorez leur salaire jusqu'à avoir plus de 1000 dollars. Je crois que ce n'est pas peu de choses. Le professeur d'université qui touchait plus ou moins 400-500 dollars, vous arrivez, vous améliorez le salaire de ces professeurs jusqu'à 2000 dollars. Ce n'est pas peu de choses. Donc, il y a plusieurs éléments qui montrent que lorsque Adolphe Muzito arrive en tant que Premier ministre et même donc ministre il a encore du budget, beaucoup à offrir à ce pays. Et aujourd'hui, avec ses erreurs et ses mérites, il est capable aujourd'hui, tenant compte de son passé, ses mérites et ses faiblesses, il veut aller au-delà. C'est ça le problème. Ils ne connaissent pas parce qu'ils parlent en l'air. Il faut parler sur base des indicateurs économiques, des indicateurs palpables qui démontrent les éléments de gouvernance. C'est de son parti qu'il affirme que oui, c'est un mérite. Non, mais je crois qu'au-delà d'être cadre du parti d'Adolphe Muzito, je suis un intellectuel. Lorsque Adolphe Muzito était Premier ministre, je n'étais pas avec lui. J'étais étudiant et à l'époque, en tant qu'étudiant, en préparant mon travail de mémoire, je savais lire dans notre économie et même sur le plan des indicateurs les améliorations qui se faisaient lorsque Adolphe Muzito était devenu Premier ministre. Merci beaucoup Blanchard Mungomba. Madame, Messieurs, prenons ce premier dossier. Le mouvement national congolais Lumumba a clôturé avec faste le mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Dans son speech, la directrice adjointe en charge de relations extérieures de ce mouvement qui incarne Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo, a conscientisé les femmes de son parti à s'intéresser à la politique. Berto Wallo va rappeler une citation du livre de l'ancien Premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Dans son livre « Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?», Lumumba a laissé un mot en disant « Éduquer une femme, c'est éduquer une nation ». Que l'on ne puisse pas l'oublier, que l'éducation de la femme aujourd'hui au Congo est d'autant plus importante que jadis. La politique dans un pays, on le dit toujours, hein, si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Lumumba, en disant éduquer une femme, c'est éduquer une nation, il voyait un portrait généralisé de la chose. Cette phrase-là généralise la chose. Mais s'il faut commencer à expliquer chose par chose, la femme congolaise comprendra que sa place est d'autant plus dans la politique qu'ailleurs. Parce que la politique dans un pays décide des choses importantes. Le discours de l'oratrice du jour a trouvé du répondant, dont le chef des participantes. Na tango ya kala ba papa na biso ba bandai ko Josephine la femme et pas na bango mwasi azalaki lokola eloko mais tango oyo ba yebi valeur ya mwasi azongi na place na ye tokomi ko mwana basi ba komi ba député basi ba ministre basi ba komi na ba poste minene esengo na biso mumba bundelaki makasi ye akufaki pona biso nyonso. Ezala mobile, ezala mwasi, vraiment papa oyo a mérité le kumu yango biso pe basi toye ko tombola musala papa Lumumba salaki na mboka o. Siko tango papa babuni po na mboka mwasi akoma lukumu. Kunokuta mwasi na bureau akoma mukonzi soda vani libanda pona kokengela ye. Mwani papa ya mwana bisipeto na mois de femme oyo tokozonga simate foto kene liboso to bundela mboka na biso papa. Notons par ailleurs que le mois de mars 2023 a été célébré en République démocratique du Congo autour du thème « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en République démocratique du Congo ». C'est dans cette ambiance que s'est tenu ce forum organisé à l'occasion de la clôture du mois de la femme.
Mis sur pied par l'église missionnaire Sims, la première édition de ce forum a connu l'intervention de plusieurs oratrices, notamment Isabelle Lumbwe qui s'est apaisantie sur le thème « La femme et la santé dans l'environnement numérique ». À l'issue des échanges fructueux, l'une des intervenantes, Inès Baguicha, a ici expliqué l'importance de l'autonomisation de la femme. Nous avons parlé de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Et nous avons dit que dans la pensée de Dieu, la femme doit être autonome parce que la femme aussi a été créée à l'image de Dieu. Et la femme est la représentation de Dieu sur cette terre. Notre Dieu est intelligent, la femme aussi est intelligente. Notre Dieu, c'est un créateur, la femme aussi, elle est créatrice. Pour Alfie Gigondo, présidente amicale de sœurs de cette église, il s'est aussi agi à travers ce forum l'initiative d'encourager les jeunes filles à se prendre en charge. Nous avons organisé cette activité pour encourager les jeunes filles à se prendre en charge. Aujourd'hui, la jeune fille se méprise. Aujourd'hui, la jeune fille ne se reconnaît pas. Elle n'a pas de maîtrise de soi. Elle ne sait pas qui elle est exactement. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, on ne va pas laisser les jeunes filles à leur triste sort. Nous devons les encadrer, nous devons les encourager à aller de l'avant, à faire de grandes choses. Parce que parmi nous, il y a des entrepreneurs qui peuvent sortir. Léa Landou, présidente des mamans, dit à son tour suivre les traces des mamans Bumba, la mère biologique du PDG Chabani Record. Maman Bumba, maman Chabani Record. Yazaraki maman la biso pe to salaki na elongo awa. Longo ni na maman na nzamba pambole pe akadra ki biso. Lelo biso to lingi to encadrer susu bana na biso, po bana na biso ba sala koleka o biso to salaki. Elles sont jumelles, elles sont jumelles. À savoir que cette cérémonie a été par ailleurs marquée par le moment des défilés des modes, mais aussi quelques scénettes réalisées par les jeunes filles de l'école des dimanches Sims. Pendant que les femmes et les enfants meurent à l'est du pays, le 8 mars est un moment de réflexion pour tous les voir. Particulier. Parlant de ces remaniements qui arrivent dans un contexte dominé par des fortes attentes exprimées par nos concitoyens, essentiellement sur les questions sécuritaires et socio-économiques, le public a chargé les gouvernements à œuvrer de concert pour rendre la stabilité du cadre macroéconomique plus solide, visant prioritairement la préservation du pouvoir d'achat par la valorisation du franc congolais, notre monnaie nationale. Il a rappelé quelques instruments essentiels qui constituent la bréviaire et sur lesquels se fonde l'action gouvernementale. Ici, du programme d'action du gouvernement qui doit être intériorisé par chacun comme une boussole et qui définit les assignations attendues des ministres. Il est assuré la continuité de l'exécution par une meilleure priorisation à impact réel et visible au regard des attentes nombreuses de la population. Étant donné que la qualité de membre du gouvernement confère aux ministres les statuts d'agents publics de l'État, le président de la République a précisé que ces statuts leur astreinent à un sens élevé d'éthique, d'abnégation et d'honneur. Il a insisté sur l'observance stricte de 4 principes directeurs essentiels devant conduire l'action de chaque membre du gouvernement. La solidarité gouvernementale, qui veut que chaque membre assume chaque décision du gouvernement et en soit tenu solidaire. Le secret des délibérations, qui proscrit toute divulgation de ministres. La subordination hiérarchique, qui oblige chacun à référer aux instructions hiérarchiques qu'il reçoit du Premier ministre ou du chef de l'État. Car le gouvernement constitue un corps institutionnel à disposition verticale avec une hiérarchisation et une préséance. La collégialité qui renvoie à un esprit d'équipe et de collaboration, interdisant aux membres d'engager individuellement le gouvernement sans se référer à la hiérarchie et en dehors des décisions régulièrement délibérées en Conseil de ministres. Vous le savez certainement, Madame, Messieurs, signature des ordonnances portant admission à la retraite mise en place au sein de la police nationale congolaise.
Silvano Kasongo quitte la tête de la police ville de Kinshasa et nommé commissaire général adjoint de la police chargé de l'administration. Le commissaire divisionnaire adjoint Jean Bosco Galenga prend la tête de la police nationale ville de Kinshasa. Célestin Kanyama n'est plus directeur général des écoles et formations au sein de la PNC. Vital Awangshango, chef des renseignements de la police, a été donc nommé à sa place. Le commissaire divisionnaire Chaloué Moukoutou a été nommé vice-gouverneur de la province de l'Ituri, actuellement sous état de siège, et quitte ainsi la tête de l'inspection générale de la police nationale. Et Benjamin Alonga est le nouveau commissaire général de la police nationale congolaise. Blanchard Mongomba, votre réaction par rapport à cette nouvelle mise en place au sein de la PNC? Je crois que la police, il s'agit là de l'image de l'État congolais. Nous ne pouvons que souhaiter bon vent aux heureux promus, parce que le souhait pour tout Congolais, c'est de voir cette police revêtir une nouvelle image, une image d'une police professionnelle, de manière à sécuriser les populations et leurs biens, parce que c'est ça la mission constitutionnelle confiée à cette police. Donc moi, je pense qu'ils vont devoir travailler, ils doivent mettre en exergue leurs compétences, leur formation, ce qu'ils ont appris, parce que quand je vois un général comme Alonga Boni, que je connais plus ou moins le parcours, je vois le général, c'est lui qui remplace Silvano Kasongo Galenga, c'est quand même quelqu'un qui a un parcours. Je pense qu'ils vont mettre en exergue leurs compétences, ils vont mettre en exergue l'expérience qu'ils ont, de manière à faire, en tout cas à moderniser cette police. Encore que le régime mette un peu plus de moyens, parce que au-delà du côté de l'expertise, du côté managérial que ces hommes pourront présenter, mais ça devra être accompagné avec un budget, avec deux moyens, parce qu'ils devront former, ils devront équiper cette police pour permettre à cette police de faire un travail de qualité, un travail professionnel. Et donc, pour voilà, la ville, province de Kinshasa, la capitale, qui est même, comme certaines personnes le disent, le miroir même de la RDC, et quels sont les défis qui attendent le nouveau numéro 1 de la police? Les défis sont énormes. Il y a déjà le banditisme urbain qui bat son plein, le phénomène Kuluna. Il y a la situation parce que, vous l'aviez dit, la ville de Kinshasa, c'est pratiquement l'image de la République. Et ici, il faut noter qu'il y a toutes les institutions, mais également il y a tous nos partis politiques, pour la plupart ont de sièges social ici. Et lorsque nous opposons, parce que ici je parle comme opposant, nous organisons nos activités, nous organisons des manifestations, très souvent on nous envoie la police, non pas pour nous encadrer, mais pour nous disperser avec de coups de balles réelles, avec de méthodes un peu archaïques qui ne donnent pas l'image de... bien évidemment, nous on a connu de militants comme ça que nous avions perdus, puisque ayant été torturés par la police, on a des militants qui se sont fait crever l'œil. Nous avons de militants qui ont perdu de leur vie, donc c'est suite justement. Mais il y a quand même un autre opposant qui a reconnu que la police était professionnelle. Martin Fayulu ne l'a pas caché. Moi, je ne doute pas du professionnalisme de la police, et je souhaite même que cette police soit accompagnée pour mettre en exergue ces côtés professionnalisme. Malheureusement, on a comme l'impression que souvent cette police est soit manipulée, soit politisée, ce qui fait qu'ils ne jouent pas réellement leur rôle. Mais par rapport à la marche, je ne sais pas confirmer, puisque n'ayant pas pris part à cette marche, je ne sais pas dire si ça a été ainsi, mais du moins, de manière générale, lorsque la police arrive dans nos activités, des opposants ou de la résistance, nous constatons qu'ils se comportent plutôt en une police barbare que de se comporter de manière professionnelle pour encadrer les manifestations. Jadis, lorsqu'on rencontrait les hommes en uniforme, généralement la police, on se sentait en sécurité, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire pour que la police redevienne comme hier? Non, mais c'est ce que je dis. Donc, la police, au-delà du côté professionnalisme, elle a besoin d'un accompagnement en termes de budget.
Est-ce que la police... Mais Tshisekedi a essayé quand même d'améliorer, non, les salaires de la police, oui, contrairement à ce que Joseph Kabila Kabange avait laissé. Non, mais on ne les sent pas. On ne les sent pas. Je peux prendre juste le cas de la police dans sa partie régulation, c'est-à-dire la police qui travaille dans la régulation routière. Vous constaterez que les policiers qui sont commis à ce travail-là, très souvent, ils s'adonnent au rançon, ils s'adonnent ils m'ont dit tout ça, et ça n'honore pas l'image de notre police. Moi, je me souviens, très souvent, je suivais l'image du général Kassongo quand il organisait ses matinées, ses parades. Il parlait aux policiers pour leur dire non, il ne faut jamais rançonner, il ne faut jamais demander de l'argent, mais quand j'essaye de voir et puis la maman, tout le monde, hein? Vous saluez tout le monde, tout ça. Mais lorsque vous voyez par exemple la dame qui travaille sur Willery, ici au croisement des avenues Kabinda et Willery, je prends le monsieur qui travaille sur Lukusa et tant d'autres. Il y a même un papa qui travaille sur toujours Willery, je crois, le nom de l'avenue m'échappe, mais ils font très bien leur travail. Mais la question que je me pose chaque fois, est-ce qu'il y a une prime qui est réservée à ces dames-là, à ces messieurs-là qui travaillent peut-être de 8h à 17h, 18h, voire même pour réguler la situation? Si à un tel monsieur, vous ne donnez pas une prime d'encouragement, encore qu'il n'a pas un bon salaire chaque mois, ben, il est tenté de mendier, il est tenté de rançonner parce qu'il doit trouver de quoi s'acheter peut-être une bouteille d'eau, il doit trouver de quoi s'acheter quelque chose à manger après. Qu'est-ce que vous appelez bon salaire? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons même ceux qui ont un salaire un peu, je ne sais pas bien ou comment, qui reçoivent un peu plus. Mais ça donnait aussi au détournement, à la corruption. Et quand vous parlez d'un bon salaire pour des hommes en uniforme, vous faites allusion à quoi? Le bon salaire, c'est ce salaire qui permet à un citoyen de se prendre en charge en tenant compte de sa situation sociale, c'est-à-dire l'éducation, la santé, le manger, il doit se soigner, il doit éduquer ses enfants, il doit être bien logé. C'est ça, avoir un bon salaire. Le bon salaire ne veut pas dire qu'il doit trouver de l'argent pour s'acheter des gratte-ciel. Je ne pense pas. Le bon salaire doit permettre justement à un individu de nouer les deux bouts de mois. Lorsqu'il gagne, il touche le 30, il doit gérer cette enveloppe jusqu'au 30 prochain pour essayer justement de se sentir à l'aise. Mais si déjà les salaires que vous payez à un citoyen, à un fonctionnaire, ne permettent même pas à ce qu'il contienne ou qu'il essaye de gérer 7 jours de la semaine, ça pose un sérieux problème. Mais déjà, si nous avons suivi quand même certains hommes en uniforme reconnaître que la situation était quand même déjà améliorée, et vous l'aviez dit que en ce qui concerne la circulation, il y a quand même des personnes qui font bien leur travail et que d'autres ça donne à quémander et essayer de rançonner le paisible citoyen. Vous ne trouvez pas que c'est une question d'homme au sein de la police de circulation routière? Oui, ben, je crois qu'au-delà de l'homme, parce qu'effectivement, l'homme peut avoir ses principes, l'homme peut avoir un caractère, l'homme peut avoir ses dispositifs, sa manière de fonctionner, mais lorsque cet homme n'est pas bien encadré, lorsqu'il n'est pas bien nourri, bien vêtu, c'est très difficile qu'il maintienne, qu'il reste dans ses principes, ce qui fait que vous pouvez constater quelqu'un qui était sain, demain devenir voleur, un voleur de redevenir sain. Tout ça, ça dépend de l'environnement, ça dépend de la situation. Moi, je plaide pour que nous puissions voir. Aujourd'hui, si vous regardez l'indice de pauvreté, notre pays est très bas. Notre pays n'est pas compté parmi les pays qui ont un minimum, en tout cas vital, un minimum voulu pour permettre aux citoyens de mieux vivre dans notre pays. Ce qui fait que nous devons, au niveau de l'État, travailler parce que, vous savez, lorsque nous disons par exemple que le budget de l'État, nous reconnaissons, partant de chiffres avancés par ceux qui gouvernent, nous disons qu'il y a une amélioration par rapport à ce qu'il y avait hier. Nous ne le disons pas pour applaudir ceux qui gouvernent, mais nous le disons pour les exposer, les accuser, leur montrer au peuple que ces gens ont eu un bonus, ils ont eu un surplus dans leur budget.
d'où ils doivent travailler dans le sens de faire améliorer notre situation. Mais les gens ne comprennent pas cette différence-là. Donc, pour nous, nous pensons qu'il y a un peu plus de moyens. Aujourd'hui, le peuple a payé l'impôt, le peuple a payé ses taxes et tant d'autres, mais que cet argent-là, ces surplus-là, servent à l'augmentation des salaires de fonctionnaires, des policiers et tant d'autres, de manière à leur permettre de prendre quand même en charge, de prendre quand même à bras le corps Avant de prendre la situation le deuxième sociale dossier, de leur phénomène famille. Koulouna, dans la capitale congolaise, on accuse le politicien d'être à la base de cette situation. Êtes-vous d'accord? Je ne peux pas douter de cette situation, de cette affirmation, d'autant plus que nous reconnaissons que depuis 1960, comme je l'avais dit tantôt, à nos jours, l'homme congolais a repris le pouvoir, mais parmi ceux-là, nous sentons que chaque année, c'est pratiquement ces mêmes politiciens, ces mêmes nos aînés qui reviennent. Mais lorsqu'ils reviennent, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau? Qu'est-ce qu'ils apportent pour faire changer la situation de notre peuple? Et le constat est qu'aujourd'hui, si nous avons le phénomène Koulouna, si nous avons plusieurs phénomènes que nous décrions aujourd'hui, c'est entre autres parce que les jeunes gens n'ont pas d'occupation, ils n'ont pas de boulot. Sur le plan économique, ils ne savent pas comment se prendre en charge. Conséquence, ils s'adonnent. Ils sont là pour chanter pour vous, chanter pour les présidents des partis. Malheureusement, c'est ça la réalité. Donc nous, au Nouvel Élan, nous pensons qu'il faut changer cette donne. Nous devons travailler dans le sens d'améliorer la situation de notre peuple. Il faut présenter un contrat social qui nous met dans l'obligation de travailler pour l'amélioration de cette jeunesse, de cette population, de manière à ne pas chanter pour les individus, mais chanter plutôt pour la vision, chanter pour le programme qui tend à améliorer la situation du peuple. Le général Silvano Kasongo a quitté la tête de la police de la ville de Kinshasa. Quel bilan dressez-vous de sa gestion pendant cette période-là de la PNC? Je n'ai pas trop de commentaires à faire par rapport à son bilan, mais je constate que pendant son règne, il a sûrement par ses ordres autorisé ou permis à ce que sa police tire à balles réelles sur les opposants. Il a malmené, il n'a pas su encadrer la police pour faire son travail de manière professionnelle. Donc moi, je ne sais pas trop au-delà de ça. Donc voilà, donc j'ai senti qu'il était à la tête de la ville de Kinshasa, mais la police n'était pas vraiment une police professionnelle que nous souhaitons, que nous voulons, parce que dans nos différentes activités, ils étaient là pour nous expulser au lieu de nous encadrer tel que le veut la Constitution. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier. Nous allons revenir sur la situation au sein de la Mouka. Qu'est-ce qui se passe entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito? Et la loi Tchani continue à susciter encore de réactions. Katangese et Katangé, la fondation Katangaise, une suprastructure qui regroupe toutes les associations du Katanga, tient à faire cette déclaration. Quand le démon de la division hante encore les Congolais. Dommage, la loi Tchani, de son auteur inconscient et irresponsable, revient sur le tapis. Cette proposition de loi irréfléchie et fort contestée, qui n'avait pas rencontré l'assentiment du bureau de l'Assemblée nationale, fait de nouveau couler encre et salive. Tenez, en 2021, le bureau d'études de l'Assemblée nationale avait jugé cette fameuse loi d'inappropriée, car elle heurtait certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 10, 13 et 14. Par conséquent, le bureau d'études avait suggéré au bureau de l'Assemblée nationale de la déclarer irrecevable, chose qui était faite à la grande satisfaction des Congolais. Hélas, voilà qu'elle revient encore. Certes, le député Pouloulou, qui avait pris le relais de Tchani pour présenter cette loi controversée, n'est qu'un paravent. Les vrais tireurs de ficelles se cachent derrière lui. Ces tireurs de ficelles qui considèrent nos députés comme les moutons des panurges prêts à suivre leur fin diabolique. Au banquet de la corruption, l'or vaut plus que la foi, dit-on. À nos élus de ne pas composer avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre qui ne feront que réveiller les démons de la division avec des conséquences fâcheuses. Katangaise et Katangé.
Le courage et le réflexe de défense des êtres normalement équilibrés est un moyen de ne pas souffrir. Pour nous, tout Katangais né de sang Katangais est un enfant du Katanga. Donc un fils ou une fille à part entière de la République démocratique du Congo. Ces droits ne peuvent être remis en question ni être victimes d'une quelconque discrimination. Pour moi, je me dis que la loi Tchali, dans le fond, n'est pas mauvaise. Sauf qu'il faudrait juste l'améliorer. Il faut l'améliorer. Dans ce sens que la RDC se retrouve avec 9 voisins. On ne sait pas lequel de voisins serait passé chez toi à Kisangani, à Mbandaka, à Boma, à Moutefou, à Moussochi, à Kachobwe, comme, je ne sais pas, Beni Boutem aussi pas dans le Massissi, et pour y laisser une certaine sémence, au point qu'au jour d'aujourd'hui, nous ayons des problèmes avec des individus qui, quand il faille défendre le drapeau, souffrent d'un patriotisme hybride. Si nous voulons vraiment qu'il y ait des gens qui, à 100%, sont prêts à tout pour défendre l'intégrité et la souveraineté et la prospérité de ce pays, la loi Tchali doit être améliorée. C'est-à-dire, nous devons aller un peu plus loin dans les différents arbres généalogiques de tout celui qui voudrait ou qui serait appelé à occuper une quelconque fonction de souveraineté, de façon à ce que ne pourrait se retrouver dans ce club-là, ne pourrait se retrouver dans cette position-là que le Congolais qu'il est, ou la personne qui est congolaise de père, de mère et des grands-parents. C'est très important puisque il n'y a pas une sorte de darwinisme ici, où d'une garde-robe, nos parents seraient sortis pour nous avoir. Nos parents sont venus de quelque part. Donnons la chance à ce que l'histoire puisse aussi connaître nos grands-parents. Nous autres, comme quelqu'un comme Claude Machala, même s'il faille aller jusqu'à poser la question à Stanley ou à Livingstone, il vous dira que je suis du Congo, je suis congolais, des pères et de mères et des grands-parents. Sinon, ça ne sert à rien de faire trop de bruit. Cette loi est très importante. Cette loi, on doit lui donner la chance, mais améliorer. Madame, messieurs, vous le savez, le courant ne passe plus entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Blanchard Mongomba, qu'est-ce qui se passe? Merci, madame. Les deux amis de la vérité des urnes. Bien, je crois que Adolphe Muzito, comme vous le savez, n'est pas un monsieur conflictuel. Il a toujours prêché par l'exemple. Vous pouvez justement prendre l'exemple des différents cadres de notre parti politique et même nos communicants qui passent dans vos différents plateaux de télévision. Vous comprendrez que nous ne sommes pas un parti qui prépare ou qui forme l'élite à ce que je peux considérer au banditisme ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'au sein d'un parti politique ou au sein des familles politiques, il peut y avoir des divergences, de moments d'incompréhension, mais le plus important, c'est de voir le fond de ce qui diverge dans la manière de faire pour essayer de retrouver ce qui peut être le juste milieu de manière à avancer. Moi, je n'irai pas trop loin. Je commencerai peut-être par présenter le communiqué signé par le président Martin Fayulu, l'actuel coordonnateur de la coalition Lamuka. Il a pris acte du retrait volontaire. Effectivement, il a pris acte d'Adolphe Muzito. Le premier élément, c'est qu'il dit prendre acte du retrait d'Adolphe Muzito et de son parti politique, le Nouvel Élan de la coalition Lamuka. Pour preuve, il dit avoir reçu la lettre de M. Adolphe Muzito le 22 décembre 2022 dernier, dans laquelle Adolphe Muzito aurait déclaré cela. Deuxième chose à faire noter dans ces communiqués, c'est qu'il dit
que les collèges de présidents a pris acte de cette, en tout cas, retrait volontaire de M. Adolphe Muzito et de son parti politique. Par conséquent, Adolphe Muzito et son parti, le Nouvel Élan, ne peuvent pas engager la Mouka. Madame, moi je commencerai par la première observation. Lorsque le président Martin Fayulu est coordonnateur de la coalition Lamouka, dit avoir reçu la lettre de M. Adolphe Muzito, qui est initiateur du parti Nouvel Élan en date du 22 décembre 2022. Est-ce faux? Moi, je me pose la question si cette lettre-là existe. M. Martin Fayulu peut-il nous la brandir? Parce que devant moi ici, j'ai apporté quelques éléments de preuve. Les lettres que M. Adolphe Muzito a envoyées ou écrites à l'intention du coordonnateur de la Mouka, M. Martin Fayulu. C'était le 21 décembre 2022 à M. Martin Fayulu, coordonnateur de la Mouka à Kinshasa. C'était l'accusé de réception par rapport à la lettre de Martin Fayulu. Mais avant ça, il y avait... qu'est-ce que disait cette lettre-là du 20? Voilà, d'abord je commence par la lettre du 20. Il lui a écrit le 20 décembre 2022 et puis le 21 décembre 2022. Je peux lire rapidement. La première lettre du 20 décembre à M. Martin Fayulu, coordonnateur de la Mouka. Cher coordonnateur, je suis saisi par votre deuxième convocation cet après-midi du 20 décembre 2022, suivant votre lettre référencée la Mouka bar MSS bar corde bar 12 bar 002 du bar 2022 et vous en remercie. En effet, suivant la convocation de la Mouka telle que suivant la convention, voulais-je dire, de la Mouka, tel que modifié le 19 novembre 2021, dans ses articles 3 alinéa 2, 5 alinéa 1, ce sont les partis politiques de membres fondateurs, personnes physiques, qui sont devenus membres fondateurs, personnes morales, et composent le présidium de la Mouka. Ce qui veut dire que mon parti politique Nouvel Élan est engagé de droit auprès de la Mouka et de son présidium par son président national. Ceci, contrairement à la période antérieure où le présidium de la Mouka était composé de personnes physiques, lesquelles, à ce titre, s'adressaient directement au coordonnateur. Conformément à la convention révisée, ce n'est donc pas moi qui ai le pouvoir de donner mandat à M. Paulin Mboma, président national, mais plutôt à celui-ci de me donner mandat à moi ou à un autre membre du parti. C'est donc dans le cadre de ces prérogatives que M. Paulin Mboma, président national du Nouvel Élan, qui me lit en copie, a répondu à votre première convocation et sera présent à la réunion de ce mercredi 21 décembre 2022. Ça veut dire quoi? Le coordonnateur avait envoyé une invitation, comme étant coordonnateur, il fallait que le présidium, parce que il faut d'abord commencer par la genèse, c'est que la convention qui régit la coalition politique de résistance, la Mouka, avait été signée, la première convention, le 27 avril 2019. Il s'est fait que pendant l'évolution, il y a eu plusieurs modifications et la dernière en date, c'est la modification du 19 novembre 2021. Avant la modification... C'était les personnes morales et les voilà. personnes physiques qui Avant cette modification, ouais. Les personnes physiques, notamment Adolphe Muzito, Martin Fayulu, les leaders, étaient des cofondateurs de la coalition La Mouka et ce sont eux qui engageaient la coalition La Mouka auprès des tierces. Mais après la modification du 19 novembre 2021, c'est la modification d'ailleurs qui avait été proposée par le président Martin Fayulu. Les deux leaders ont signé et dans cette modification, ils ont changé les choses. C'est que en lieu et place des personnes physiques, c'est plutôt les partis politiques, notamment le Nouvel Élan et les CID, qui étaient devenus des partis cofondateurs de la coalition La Mouka. Et maintenant, quel est l'élément déclencheur de tout ça? L'élément déclencheur, c'est ce que je suis en train de vous lire. Lorsque le coordonnateur convoque la réunion, pour lui, la réunion du présidium devrait se réunir et pour lui, c'est que Adolphe Muzito et lui devraient être en face pour discuter en tant que cofondateur, en tant que personne qui engage la coalition. Adolphe Muzito, dans sa lettre, je venais de lire tout à l'heure, il a simplement rappelé les principes. Il dit non. Moi, je ne suis plus président du parti. Comme on a changé les principes, c'est les partis qui doivent siéger. Or, il s'est fait qu'actuellement, à ces jours,
le président, la personne qui engage le parti auprès des tiers, ça se trouve être M. Paulin Boma. C'est lui le président. Donc, vous devez le recevoir pour qu'ensemble, vous puissiez discuter. Si lui, M. Paulin, estime que moi, Adolphe Mozito, je dois le représenter au présidium, c'est à lui de me faire un mandat. Mais tant qu'il ne m'a pas encore fait un mandat, daignez de le recevoir pour que vous puissiez discuter. Ça, M. Martin. Mais dans l'opinion, on parle d'un rapprochement entre Adolphe Mozito et le régime en place qui n'a pas plu à Martin Fayulu. Non, mais sur base de quels éléments? Qu'on nous apporte de preuves de ces éléments de rapprochement. On est en politique, madame, on est intellectuel. Nous ne devons pas faire la politique comme nous voyons dans les réseaux sociaux. Tout le monde peut raconter, tout le monde peut parler comme il pense. On est intellectuel lorsqu'on veut parler. À un moment, on a vu même Adolphe Mozito soutenir les actions du gouvernement. Comme quelle action, par exemple? Comme quelle action, par exemple? Parce que lorsqu'on nous dit que, je venais de vous dire tout à l'heure que les constats, c'est que le gouvernement nous a dit qu'il a mobilisé un peu plus de recettes, ce qui fait que son budget aujourd'hui, en ressources propres, avoisine 11-12 milliards de dollars. Le fait de prendre ces chiffres et le mettre devant le peuple de manière à mettre ces acteurs du gouvernement devant leurs responsabilités pour améliorer la situation du peuple, c'est ça, avoir un rapprochement avec ceux qui gouvernent. Alors, vous êtes quand même conscient que c'est cet élément qui a créé une situation au sein de la Mouka? Non, mais parce que si c'est ça... Parce que tout est parti de cette période-là. Si c'est ça, ceux qui contestent le fait que nous puissions dire c'est là qu'ils nous avancent les chiffres qu'eux ont du budget actuel de notre pays. Qu'ils avancent les chiffres qu'eux ont. Adolphe Mozito, selon Martin Fayulu et d'autres membres de la Mouka, n'a plus le droit d'engager la Mouka. Vous avez réagi pour dire que vous attendez la passation. Non, mais parce que je vous ai démontré que ni les statuts, ni la lettre évoquée est là. Nulle part Adolphe Mozito dit qu'il a quitté la Mouka. La deuxième lettre du 21 décembre est là. Nulle part, d'ailleurs ici, M. Adolphe Mozito démontre avec preuve à l'appui que c'est M. Paulin Boma qui est président du parti et que par conséquent, il doit siéger au présidium. Donc nulle part dans les lettres ici, d'ailleurs ici le président Martin parle de la lettre du 22, nulle part il et maintenant, comment ça va finir entre vous? Ben, nous attendons parce que le 11, il y a, comme le statut le prévoit, c'est que chaque 6 mois, il faut passer à la remise et reprise. Nous attendons à ce que M. Martin Fayulu passe le flambeau à Adolphe Mozito. Et si cela n'est pas fait? Ben, si cela n'est pas fait, nous l'avions dit hier à notre conférence de presse, c'est que nous allons constater cette intention, cette volonté de violer intentionnellement la convention de la Mouka. Et nous allons prendre acte et en ce moment-là, il sera illégitime, il ne pourra plus engager. Mais déjà, vous êtes illégitime aux yeux de Martin Fayulu. Vous n'avez plus de qualité ni droit d'engager. Non, ben, il n'a évoqué aucune disposition qui lui donne ce pouvoir-là. Nulle part, il n'a évoqué cette disposition. Parce que quand il parle même du collège de présidents qui aurait pris acte de cette démission, c'est quoi le collège de présidents? Le collège de présidents est un organe, parce qu'actuellement, avec la modification du 19 novembre 2021, la plateforme politique La Mouka comprend 4 organes. Il y a le présidium, il y a la cellule politique et technique, il y a les collèges de présidents et la cellule de communication. Mais la convention de la Mouka dit que pour mettre en place, pour que le collège de présidents devienne effectif, opérationnel, il y a un préalable qu'il fallait remplir. C'est que les partis politiques et les regroupements politiques de membres qui étaient lors de la signature de la convention du 27 avril 2019, cofondateurs, ces partis politiques-là et ces responsables-là doivent apporter des preuves de leur attachement, de leur appartenance à ces leaders-là, de manière à être entérinés. Mais cela n'a pas eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque M. Martin Fayulu, dans son communiqué, il parle du collège de présidents, nous disons que ce n'est pas sérieux parce que le collège des présidents, les dispositions de la convention les dit. Nous allons mettre toutes ces lettres et la convention dans la toile. Nous allons mettre dans la toile, dans la place publique, de manière à ce que tout le peuple congolais sache. Vous avez dit tantôt que Adolphe Mozito est un homme d'épée. Est-ce que c'était une façon de nous dire que c'est Martin Fayulu qui n'est pas un homme d'épée? Non, mais cette lettre, madame, lorsque ces communiqués sortent, n'est-ce pas que c'est une façon de créer la tension au sein de la coalition inutilement? Parce que les faits évoqués ici n'ont pas de soubassement. Que cache l'attitude de Martin Fayulu? C'est justement
à l'approche de la remise et reprise que nous constatons ces genres de communiqués sortir. Pour nous, ce que cache ce genre d'attitude, c'est le fait de vouloir justement s'accrocher dans la mouka, s'accaparer une histoire qui ne lui appartient pas tout seul, nous appartient nous tous, y compris moi, parce que nous étions à la création de cette affaire, le peuple était ensemble avec nous et c'est le peuple qui a créé. Est-ce que vous êtes fiers d'offrir ces spectacles à la population? Malheureusement non. Malheureusement non. La RDC s'apprête à organiser les processus électoraux. Malheureusement non, mais c'est ça, c'est qu'on nous impose. C'est une preuve que vous n'êtes pas digne de la confiance du peuple congolais. Ben, c'est ça justement l'image de l'acteur politique congolais. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis un homme honnête, madame. Lorsque ça ne marche pas, je dis ça ne marche pas. Nous, comme hommes politiques, acteurs politiques, nous ne sommes plus dignes. Parce que voir le leader de cette trempe-là se comporter de cette manière, c'est honteux, madame. Et c'est ça, être un dirigeant qui prétend gouverner demain la chose publique. Estimez-vous comme certains que Martin Fayulu a un agenda caché? Mais l'agenda est là. Pour nous, c'est qu'il veut s'accaparer la mouka. Au-delà de s'accaparer la mouka avec ces nouvelles alliances qu'il est en train de créer. Nous n'avons qu'à faire avec ces alliances. Nous n'avons aucun problème avec ces alliances parce que la convention de la mouka donne le droit, le pouvoir, l'autonomie à chaque parti politique de créer ses alliances, ses contacts. Ça n'a aucun problème. Mais lorsqu'on parle de la mouka, nous devons respecter, marcher selon les dispositions de la convention. Lorsque vous voulez aller à l'encontre des dispositions de la convention, ça montre à suffisance qu'il y a des intentions cachées. Et c'est parti pour deux ailes de la mouka. La mouka, Martin Fayulu, la mouka Adolphe Muzito. Ben, je ne pense pas qu'on va arriver là parce que la convention ici évoquée a été notariée au niveau auprès du notaire et je pense que nous allons travailler dans le sens de maintenir la mouka dans son unité de commandement pour que les choses n'aillent pas dans le sens que vous... Madame, Messieurs, prenons à présent le troisième dossier de notre rétrospective de la semaine. C'est son deuxième jour d'activité après la cérémonie des remises et reprises. Au cabinet du Premier ministre, ce jeudi 30 mars, le nouveau patron de la territoriale, Maître Peter Kazadi Kankonde, a pris part à la réunion des sécurités sous la houlette de Jean-Michel Tsamalukonde. D'autres membres du gouvernement, comme Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice, et le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, étaient aussi de la partie en présence des officiers supérieurs de la police nationale congolaise, ceux de forces armées de la République démocratique du Congo et des différents responsables des services de sécurité. Il faut noter également à la dite réunion la présence des membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité qui a fait le point à la presse, il était question pour le Premier ministre, chef du gouvernement, de présenter à l'assistance un certain nombre d'informations à mettre à la disposition des députés nationaux membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une pratique instituée par le Premier ministre qui consiste à informer la représentation nationale à travers sa commission de défense et sécurité, quand je dis représentation nationale, c'est-à-dire nos députés de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'était ma première participation. Donc la communication du Premier ministre a tourné autour d'un certain nombre d'informations qu'il fallait mettre à la disposition des élus. De retour à son cabinet de travail, le numéro 2 du gouvernement congolais a procédé tard dans la soirée à la visite des locaux des ventes abrités différents services au sein de son cabinet. Visiblement, un début qui s'annonce très décisif pour un super warrior, conscient de la tâche pas la moindre lui confiée par le premier citoyen congolais, à savoir le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le deuxième vice-président de la CENI a échangé avec une délégation des élus du Nord Kivu venus s'assurer de l'évolution de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, dont fait partie cette province, dont certains territoires sont en partie occupés par des groupes armés. Le président du caucus des députés du Nord Kivu en a fait la restitution en relevant qu'il était impérieux en leur qualité des représentants du peuple de s'assurer de l'évolution de ces processus dans cette partie du pays. Comme vous le savez, cette année 2023 est une année électorale, donc nous voulions nous rassurer, nous comme élus, de l'évolution de ce processus, surtout que le Nord Kivu a certaines particularités.
Aujourd'hui, le Massissi et le Rutshuru sont en partie occupés par les terroristes M23. Dans les territoires de Beni, nous avons aussi l'activisme des groupes armés. Et même proche de la ville de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, une partie est occupée. Donc ce sont des spécificités qui demandaient à ce que nous rassurions auprès de la CENI comment évolue ce processus. Au niveau bien sûr de nos bases, puisque nous sommes des représentants du peuple, nous recevons bien sûr les plaintes de nos électeurs qui bien sûr posent des questions sur les machines, les difficultés à accéder à certains centres d'enrôlement et certains monnayages qui doivent cesser. Amissi Isingoma a par ailleurs félicité la population du Nord Kivu qui, à ce stade, a quand même répondu à cet exercice civique afin de participer aux échéances électorales de cette année. Quelle est la position de Nouvel Élan face à la proposition Tchani sur la congolité? Madame, nous pensons qu'il y a deux réponses à donner. Sur le plan de la forme, nous pensons que dans une république, dans une démocratie, il faut toujours tolérer, être tolérant, permettre à ce que les débats s'effacent au niveau des institutions, encore que ceux qui se battent autour de cette loi, tous considèrent que les institutions actuelles sont légitimes et que par conséquent, ils doivent se retrouver au niveau des institutions. Donc pour nous, au lieu de continuer à enflammer la toile, à faire tout ce que nous entendons dans les rues, autant mieux aller au niveau des institutions, aller débattre pour permettre justement à notre population de cerner le vrai mobile qui est derrière cette proposition de loi et les arguments pour et contre de manière à trouver, à prendre une position par rapport à la loi. Mais tant que, déjà sur le plan de la forme, nous ne savons pas si les uns veulent que les débats s'effacent, les autres veulent empêcher les débats, nous pensons que ça aussi, ce n'est pas faire avancer la démocratie. Donc nous devons, dans une république, que nous soyons pour ou contre une proposition, acceptons de débattre, acceptons d'échanger de manière à avancer nos arguments pour le faire valoir. Mais tant qu'il n'y aura pas de débat, c'est très difficile que nous puissions savoir si tel ou tel autre avait un argument valable ou non. Mais maintenant, sur le plan de fond, nous pensons que le Nouvel Élan a une position, mais ce n'est pas encore le moment de présenter cette position-là. Parce que pour nous, nous voulons que chaque groupe, chaque parti présente ses moyens de manière à nous permettre aussi de prendre position par rapport aux moyens. Mais d'entrée de jeu, c'est que je peux déjà dire. La loi Tchani, si vous lisez cette proposition, entendre l'auteur, c'est que il veut mettre en place de conditionnalités pour accéder à la magistrature suprême. Je me pose la question, est-ce si l'on veut placer des conditions ou des conditionnalités pour voir quelqu'un accéder à la magistrature suprême, est-ce que cela nécessite à ce que l'on modifie la loi sur la nationalité ou cela nécessite à ce que l'on modifie la loi électorale? C'est ça aussi la question que nous devons nous poser. Voilà pourquoi nous nous disons qu'au lieu de faire du bruit dans la toile, autant mieux engager un vrai débat, je m'excuse, pour permettre aux uns et aux autres de présenter leurs moyens. Parce que même dans l'hypothèse où la majorité au niveau du Parlement se servirait de cette loi pour imposer son dictat, je crois que si on est fort, on a des arguments forts, il est possible que nous puissions mobiliser même le peuple pour soutenir, je m'excuse, pour soutenir cette position. Mais tant que le peuple ne suivra pas, le peuple n'aura pas, en tout cas, ne va pas comprendre quelle est la vraie raison qui pousse ceux qui contestent cette loi à le contester, le peuple risquerait de ne pas... Mais dites-nous d'abord, Blanchard Mongomba, on prend la personne de Blanchard Mongomba en tant que Congolais, où on parle que les hautes fonctions doivent être verrouillées, on le réserve comme c'est le cas sous d'autres cieux, aux Congolais qui sont nés des pères et des mères congolais. On vous demande à vous de donner votre position. Ben moi, je pense que le fond de la question n'est pas mauvaise. Le fond de la question n'est pas mauvaise, mais il y a des éléments qu'il faut intégrer. Parce que déjà, s'il faut voir dans l'origine
qui est congolais, qui ne l'est pas. C'est un long débat dans notre pays. Parce que nous savons que le Congo est entouré de 9 pays frontaliers. Nous savons les origines des uns et des autres. Il y a aussi mixage. Il y a un mixage, tout ça. Donc cette question, si l'on veut vraiment s'éterniser là-dessus, nous pouvons débattre, nous pouvons nous poser des questions là-dessus. Mais le problème, c'est que pourquoi seulement en ces moments? Pourquoi la loi arrive seulement en ces moments? C'est ça, justement, l'intérêt du débat. Parce que tant qu'il n'y aura pas un débat, nous ne saurons pas les vraies motivations, les moments choisis et les arguments pour et contre. L'autre fois, la loi n'avait pas été inscrite, hein, cette proposition n'était pas retenue. Donc, sur le tableau des matières pour les sessions qui sont passées, mais cette fois-ci, on a retenu la loi. En tout cas, nous, au Nouvel Élan, nous pensons que la loi, la proposition n'est pas mauvaise, n'est pas non plus bonne jusqu'à ces jours. Question de permettre à ce qu'un débat citoyen se fasse et lorsque ce débat sera engagé, nous aurons le temps d'écouter les propositions contre et les propositions pour, de manière à donner à notre peuple qui est les souverains. Il y a même Monseigneur de Natien Cholet qui a dit Mamadou Ndala est décédé pour l'intérêt de la RDC, mais il n'était pas congolais. C'est l'intérêt justement du débat. Donc il faut un débat citoyen pour permettre à tout un chacun d'apporter son argumentaire, d'apporter ses moyens pour soutenir la proposition ou pour empêcher à ce que la proposition passe. Mais j'insiste en disant que nous devons travailler nos arguments de manière à intégrer, de manière à inviter le peuple au débat. Si nous n'invitons pas notre peuple au débat, nous voulons l'amener sans faire comprendre pourquoi est-ce que nous sommes contre, pourquoi est-ce que nous soutenons la loi, eh bien le peuple ne sera pas pris en compte et ça risquerait de donner l'impression que c'est une loi qui n'a pour finalité que de viser X ou Y individu et ça c'est très malheureux. Le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde est déjà à pied d'œuvre pour concrétiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Comment est-ce que le Nouvel Élan a accueilli cette nouvelle équipe gouvernementale? Nous, au Nouvel Élan, nous pensons que pour arriver à améliorer la situation de notre peuple, il ne suffit pas de changer les visages d'individus. Il suffit de voir ce que nous avions connu en 2018. Avant 2018, nous avions Joseph Kabila à la tête du pays. Le peuple avait décrié la gouvernance, la manière de faire de M. Kabila. Et lorsqu'on arrive en 2018, le peuple voulait d'un changement. Et ici, parlant du changement, le peuple voulait voir les changements dans la manière de gouverner, dans la manière d'appliquer les politiques publiques. Malheureusement, on arrive, c'est M. Tshilombo, M. Tshisekedi qui arrive à la tête de notre pays. Et lorsque nous essayons de scruter, de voir dans le fond, dans la manière de gérer la chose publique, on constate que c'est du statu quo. On est pratiquement dans la même chose. Un bâton magique, comme on le dit. Non, arrive aujourd'hui, demain il change. Peut-être pas un bâton magique, mais commencer par présenter au peuple le programme, la vision pour permettre au peuple de voir que voilà. Et aujourd'hui, on a même le programme 145 territoires. Non, mais ça représente quoi le programme 145 territoires? Déjà que lors de l'investiture du gouvernement Samaloukonde, ces programmes n'ont pas été, en tout cas, votés au niveau du Parlement. C'est un programme qui sort du néant et ça viole même la Constitution et la loi qui a voté justement ces gouvernements. Donc pour moi, je pense que le fait d'avoir changé les personnes, c'est bien pour lui, M. Tshisekedi, parce que sûrement il a des intérêts politiques en plaçant les personnalités qu'il a placées au gouvernement. Je m'excuse. Mais sur le plan de la gouvernance, moi je me dis que rien ne va changer parce que c'est le même gouvernement, c'est le même programme, c'est la même vision. Ce sont les mêmes politiques publiques qui seront exploitées. Et puisque le peuple continue à décrier cela, je pense que ce sera la continuité. Et malheureusement, le peuple continue à croupir. Voilà pourquoi nous profitons de cette occasion pour interpeller notre peuple. Nous devons tout faire pour qu'il y ait élection en décembre. Parce que, en ayant les élections au mois de décembre, le 23, ça permettrait au peuple de se choisir ses dirigeants de manière démocratique, mais surtout à choisir un programme, lequel programme va sûrement concourir à travailler dans le sens de l'amélioration de sa situation. Madame, Monsieur, Madame, Monsieur, prenons un autre dossier de notre rendez-vous de la semaine.
À ce jour, je vous appelle pour vous dire que nous sommes dans un jeu politique, ce qui veut dire que je me suis adhéré à l'Union sacrée comme ALTEC. Et le jeu politique de l'Union sacrée ne définit pas le regroupement. Alors, ici, Sama 1, nous étions dans le regroupement, et Sama 2, c'est ALTEC. Alors, pour que nous puissions bien suivre le jeu politique, donc tous ceux qui étaient venus au nom du regroupement sont contraints de rendre leur tapis aujourd'hui. Parce que je vous ai dit que le jeu politique, je me suis adhéré à l'Union sacrée comme ALTEC. Pourquoi je l'ai dit? Il y a d'autres, tel que j'ai travaillé avec vous, je pense que même si vous ne dites pas de la conscience est témoin, je n'ai fait du mal à aucune personne. Et je le dis sous la puissance du Saint-Esprit. Je vous ai garanti, chacun de vous, si jamais conseiller, chargé d'études, tu n'es pas censeur, mais du moins administrateur. Et je l'ai dit dans la vérité. Mais qu'est-ce que j'ai vécu? Plus d'une année et demie. L'unique façon de me remercier des communicateurs de l'AFDCA, à longueur de journée, des injures. Et ce qui s'est passé, je ne vais pas les répéter pour ne pas remuer dans la paix. Je supportais, et moi, je pense que, comme Jésus-Christ l'avait dit, que de tous les 10 commandements, il n'y a que 2 qui sont importants: d'adorer seul et seul Dieu et d'avoir l'amour du prochain. Je pense que pour le cas de l'amour du prochain, je l'ai dit, je l'ai fait et je l'ai manifesté. Voilà pourquoi chacun connaît celui qui est venu dans le cadre du regroupement AFDCA. Donc vous devrez. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État et essuyons cette humiliation. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive la défense nationale. Blanchard Mongomba, aujourd'hui, la défense est occupée par Jean-Pierre Bemba et Peter Kazadi a pris le ministère de l'Intérieur. Comment est-ce que vous trouvez ces deux nouvelles figures qui ont intégré le gouvernement face aux défis actuels en ce qui concerne la sécurité en République démocratique du Congo? Je commencerai par dire que les deux ne vont pas évoluer en dehors de la vision et en dehors du programme voté au niveau de l'Assemblée nationale lors de l'investiture du gouvernement Sama. Donc, ils seront obligés de travailler dans la continuité. Or, la continuité a déjà démontré ses limites, a déjà démontré ses faiblesses parce qu'aujourd'hui, l'insécurité continue à battre son plein dans la partie est de notre pays. Sur le plan interne, on a parlé du banditisme urbain et tant d'autres dans plusieurs villes. Donc, c'est la continuité que n'ont les deux noms que vous venez de citer. Ils peuvent quand même amener de nouvelles stratégies. Mais maintenant, parlant de deux personnalités. Monsieur Peter Kazadi, je ne connais pas trop bien en termes de gouvernance, puisqu'il me semble que c'est sa première expérience dans la gestion de la chose publique. Jean-Pierre Bemba, lui, on peut quand même dire quelque chose parce qu'il a été vice-président, je crois, de la République ici. On a vu quand même ce qu'il a pu faire. Il a été chef d'un groupe armé, nous en savons un peu plus. Donc moi, je croise les bras, je me dis que non seulement que dans la continuité, ils ne feront rien parce qu'ils vont continuer dans ce que Tshisekedi et Sama ont présenté pendant les 4 ans. Pas du tout, mais je suis plutôt dans les principes de gestion. C'est que
que le programme qui avait été investi ou qui avait été voté lors de l'investiture du gouvernement Sama, c'est ce même programme qui va continuer parce que ce n'est pas un nouveau gouvernement, c'est juste un réaménagement de personnes. Ce qui fait qu'ils vont continuer. Donc, cette vision-là, ce programme-là a démontré ses limites. Mais maintenant, les personnes. Bemba, je me dis, Bemba a eu Museveni comme parrain lorsqu'il était encore dans son mouvement armé. Nous savons ce que pense Museveni de la partie est de notre pays, ce qu'il pense de la sécurité de la République démocratique du Congo, ce qui fait qu'il est très difficile aujourd'hui de penser que Jean-Pierre Bemba peut apporter un plus dans la situation sécuritaire. Il est difficile de penser à ça. Il est très difficile parce que nous connaissons ses acquaintances avec Museveni. Je veux peut-être vous rafraîchir la mémoire. Lorsque Adolphe Muzito, en 2019, était coordonnateur de la MUCA et qu'à cette époque, il avait fait une déclaration pour dire que pour retrouver la paix dans la partie est de notre pays, il nous faut faire la guerre au Rwanda et au besoin annexer le Rwanda comme une province de la République démocratique du Congo. Mais parmi les gens qui ont réagi à chaud, il y a eu Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Ils ont réagi pour se désengager ou se désolidariser d'Adolphe Muzito par rapport à ses propos de dire que nous devons faire la guerre au Rwanda. Cela montre à suffisance ce qu'il peut ou là où il va se limiter. Quand vous revenez sur ça, c'est pour dire aux Congolais que Jean-Pierre Bemba risque de ne pas faire quelque chose en faveur de la RDC? En tout cas, je suis en train d'analyser, je me dis, Jean-Pierre Bemba ayant connu Museveni comme un de ses parrains, est-ce que Jean-Pierre Bemba serait à même de faire face à cette insécurité dans la partie est de notre pays, tout en sachant que parmi les tireurs de ficelle, il y a également Museveni. Qui était son parrain. Qui était son parrain, effectivement. Donc c'est dans une logique de questionnement que je suis en train de réfléchir. Et par rapport à Peter, je l'ai dit, donc c'est un avocat, certes, mais la territoriale, c'est aussi une autre réalité, voyons voir. Mais dans l'ensemble, je dis déjà que on ne peut pas attendre quelque chose de Mais aujourd'hui, la RDC est agressée. Ce n'est pas seulement l'affaire du régime, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de Nouvel Élan, c'est l'affaire de tout Congolais, et, au vrai sens du mot. Qu'est-ce que le pays aujourd'hui doit faire? Parce que ça concerne tout le monde. La RDC est agressée dans sa partie est. Ce sont des Congolais qui meurent presque chaque jour. Que doit-on faire aujourd'hui? Parce que certaines personnes estiment que les voies diplomatiques ont montré des limites. Non, mais moi je pense que nos amis du régime doivent écouter le conseil des uns et des autres. Nous, au Nouvel Élan, nous avions par exemple dit qu'il fallait faire la guerre au Rwanda. Il ne fallait pas... Est-ce que la RDC est en mesure de faire la guerre? Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, s'il faut parler du budget, on a un budget qui est quand même conséquent. À quoi sert cet argent-là, le bonus? Vous avez dit que vous dites que la vérité, est-ce que d'un bon matin, la RDC dit, bon, on fait la guerre et puis demain, la guerre commence? Ça, non, mais hier, on pouvait nous dire qu'on ne pouvait pas le faire parce que nous étions sous le régime d'embargo. Mais aujourd'hui, ce régime a été déjà levé. On peut s'acheter des armes. Et ça arrive le même jour? Non, mais même si ça n'arrivait pas le même jour, mais il y a possibilité. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila ici, en 2001, 2001, avant la disparition de Mouzé, nous étions sous embargo, mais Mouzé avait trouvé des mécanismes en collaborant avec les Zimbabwéens, en collaborant avec les Angolais et autres pour faire face à la situation d'agression toujours dans la partie Est. Donc, il est possible que nous puissions capitaliser le fait que ces régimes d'embargo nous aient, en tout cas, cette mesure élevée. Nous avons un peu plus de moyens pour renforcer l'enveloppe de la défense et former les FARDC. Mais tout ça, ça va prendre du temps, non? Oui, mais c'est question d'abord de lever l'option. Est-ce que l'option est seulement levée? Certainement parce qu'on a recruté dernièrement. Non, pas du tout. Le fait de recruter ne veut pas dire que nous avons levé l'option d'aller attaquer ou d'aller combattre pour lever l'option, vous ne trouvez pas qu'il fallait commencer par former, recruter d'abord, commencer la formation? Non, on ne nous dira pas que... Parce qu'aujourd'hui, on a des commandos qu'on n'avait plus depuis un temps. Vous êtes quand même au courant, non? Qu'il y a aujourd'hui des commandos. Des commandos formés, ça, je ne sais pas trop. Je sais que nous avons les anciens qui sont bien formés à l'époque du maréchal Mobutu, qui font encore preuve, qui peuvent faire preuve justement de leur expertise. Mais voilà, donc s'il faut
continuer dans cette logique-là, il faut une politique de défense qui se soit très bien définie, que ce soit adopté au niveau du Parlement et que cela soit mis en branle. Mais tant que nous n'aurons pas une politique publique de ces secteurs-là, nous serons en train de tâtonner. Tantôt, nous allons contracter avec l'EAC, tantôt, nous allons voir l'Angola, finalement, le on est dans le M23 qui refuse de se retirer malgré plusieurs appels de retrait. Parce qu'ils connaissent les faiblesses du régime actuel. Ils connaissent les faiblesses du régime actuel. Et les soldats ougandais qui disent qu'ils ne sauront pas. Justement, le M23, est-ce qu'on doit toujours continuer à faire recours à d'autres forces? C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème parce que nous, en Nouvelle-Angélé, dit, et nous ne cesserons de les dire, c'est que on ne peut mieux se défendre qu'en étant soi-même capable à faire face à la situation qui vous arrive en face. Donc, pour nous, nous devons mettre les FARDC dans les conditions. Nous devons mettre le moyen, nous devons équiper cette FARDC parce que nous allons continuer à faire venir les forces étrangères, tous les regroupements que nous connaissons, nous n'allons pas avoir le vrai résultat. Le mieux à faire, c'est d'équiper notre armée, le mettre dans les conditions et pourquoi pas, nous avions utilisé même une deuxième proposition, la possibilité de construire un mur de séparation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce sont là les mécanismes que nous pouvons exploiter, que nous pouvons débattre pour tirer justement ce qui est important dans toutes ces propositions. Madame, Messieurs, c'est le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. L'état de siège a été prorogé pour la 45e fois par le Parlement congolais. La plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale a principalement porté sur la prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, c'est pour moi un honneur de me tenir du haut de la tribune de votre auguste chambre pour vous présenter au nom du gouvernement de la République, le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, particulièrement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est à la suite de la motion d'information sur la situation sécuritaire à Kwamouth, suscitée par le député national Poutou, que le président Bosso a exigé l'arrestation des bandits sémant la terreur dans ces territoires de la province de Mai-Ndombe. Christophe Bosso appelle à l'implication de tous les acteurs politiques car, dit-il, la situation est grave. Travaillons ensemble parce que nos circonscriptions électorales doivent vivre en paix. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut que nous nous échangions des informations sur cette situation. La situation sécuritaire du pays en général. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a exprimé sa conviction de voir une amélioration de la situation avec l'avènement de Jean-Pierre Bemba à la tête de la Défense nationale. Il a également rassuré que son bureau sera toujours ouvert pour recevoir les différents rapports des élus des Kwamouth. Les violences communautaires en cours dans la partie ouest de la République démocratique du Congo ont déjà fait au moins 300 morts depuis juin 2022, affirme l'ONG Women Rights Watch dans un rapport. Déjà en octobre dernier, le gouvernement avait pour sa part fait état des 180 morts, la totalité des hommes, femmes et enfants succombés à la suite de ce conflit communautaire Tekeyaka. Alors que le gouvernement estimait que la situation était sous contrôle de l'armée congolaise, malheureusement, le conflit qui avait débuté dans le Mai-Ndombe s'est étendu jusqu'à la province voisine de Kwilu. Pour éviter la récurrence de telles violences, Women Rights Watch invite le gouvernement congolais à traiter avec urgence les litiges de longue date liés au pouvoir coutumier et aux droits fonciers. Ce rapport indique en outre que cette situation a perduré à cause des manques d'un effectif consistant des forces de sécurité dans cette partie du pays. Le rapport de cette ONG de défense des droits de l'homme ajoute également que le gouvernement congolais n'a pas su apporter une aide
adéquate aux 50 000 personnes déplacées à la suite de ces conflits communautaires Tekeyaka. Il s'est de rappeler ici que tout est parti du conflit foncier entre les Teke qui se considèrent comme originaires et propriétaires des villages situés le long du fleuve Congo sur une distance d'environ 200 km, les Yaka venus s'installer après eux. Selon les témoignages, les villageois originaires des communautés Tekeyaka, toutes deux impliquées dans un litige lié à la redevance coutumière et à l'accès à la terre, ont endommagé, détruit, pillé et brûlé des centaines de maisons ainsi que des écoles et centres de santé. Blanchard Mungomba, l'état de siège a été prorogé il y a quelques mois même des élections. Nous sommes déjà au mois d'avril. Les élections prévues en décembre 2023. Est-ce que vous estimez que la RDC doit organiser des élections avec des provinces sous état de siège? Non, mais madame, la question que je me pose, c'est d'abord de savoir, est-ce que ceux qui gouvernent ne savaient-ils pas que la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, était menacée depuis plus de 20 ans? Et si la réponse est oui, quelles sont les dispositions qu'ils avaient prises avant d'exercer ou d'accéder aux fonctions pour que cela n'impacte pas l'organisation des élections? Parce qu'il y a aussi notre réalité, c'est que l'organisation des élections est une exigence constitutionnelle. Chaque 5 années, vous devez organiser des élections. Alors, pourquoi aujourd'hui vouloir se servir de cet argument pour ne pas donner au peuple ces élections? Donc, c'est ça, il faut commencer par là pour être complet dans son raisonnement, dans son questionnement. C'est pour dire que vous êtes d'accord pour des élections sans le des provinces? Pas du tout. Nous sommes d'accord pour les élections avec toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Là, le régime a tous les moyens. La Constitution a mis en place, a mis tout le mécanisme de manière à permettre à ceux qui gouvernent de se servir de ces moyens-là pour pacifier nos frontières, mais également donner le moyen à la Commission électorale nationale indépendante pour organiser de bonnes élections. Donc pour moi, je ne trouve pas de faux fouillants. Le gouvernement a les moyens. Il doit financer. Mais avec la situation CENI, actuelle, il a le moyen, le gouvernement, il doit mettre le moyen. Déjà, vous avez suivi qu'avec les opérations d'identification et d'enrôlement, c'est pas seulement facile parce qu'à tout moment, il y a dans certains centres d'identification des électeurs, il y a toujours quelques soucis du côté sécuritaire. Mais c'est quand même, c'est déjà quand même une preuve que la volonté y est, mais la situation sur terrain. Non, moi je pense que le gouvernement est les seuls à être comptable, responsable devant cette situation. Nous comme population, nous comme peuple, ce que nous attendons, c'est que au mois de décembre, qu'il y ait tenue organisation des élections. Et si jusqu'au mois de décembre, la situation sécuritaire reste toujours tendue? Le gouvernement devra être mis devant ses responsabilités et en ces moments-là, le peuple qui est le souverain va décider du sort de ces gouvernements. Est-ce que vous êtes partant pour un dialogue? Le dialogue, pour moi, nous l'avions toujours dit au Nouvel Élan, c'est que le dialogue n'est pas un problème. Parce que ce que nous faisons là, c'est un dialogue. On est en train de dialoguer. On peut dialoguer avec ceux qui dialogue politique pour un glissement? Pas du tout. Pour le glissement, ça, nous ne pouvons pas réfléchir sur base de ça parce que le peuple avait voulu à ce que les élections s'organisent chaque 5 ans. Aller au-delà des 5 ans, c'est violer la volonté du peuple et en ces moments-là, nous risquerons d'aller au-delà de mécanismes prévus par la Constitution de notre pays. Ça risquerait de s'apparenter à un coup d'État que l'on ferait à notre peuple. D'où l'obligation pour ceux qui gouvernent, nos amis du régime, de tout faire pour pacifier l'Est de notre pays, permettre aux territoires qui ont des problèmes sécuritaires. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de tout non, faire? Ils n'ont pas tout fait. Et qu'aujourd'hui, quand même, il y a des pays qui ont le courage de dire que c'est le Rwanda qui agresse la RDC dans sa partie Est. Mais puisque nous connaissons tous que c'est le Rwanda qui agresse la RDC dans sa partie Est. On le connaissait, mais les autres ne pouvaient pas le dire. Mais le problème, c'est que on a vu Macron venir ici nous dire que nous devons prendre nos responsabilités. On a vu toutes ces personnalités-là nous mettre devant nos responsabilités. Pourquoi devons-nous continuer à attendre? Pourquoi devons-nous continuer à attendre? Moi, je pense qu'il est temps que nous puissions, il était plus que temps d'agir de manière à permettre à ce que ces territoires-là
entre dans l'étape de pacification pour permettre justement à ces peuples-là d'accomplir vous voyez quand même leur les mission. efforts de l'armée congolaise, non? Qui a quand même récupéré aussi certains territoires. Oui, mais s'il y avait un peu plus de volonté au-delà de ce que l'armée fait sur terrain, est-ce qu'il n'y a on pas aurait de pu volonté récupérer du côté du régime? Du régime, nous ne sentons pas la volonté parce qu'au-delà des contacts diplomatiques que fournit ces régimes, encore que ces contacts n'aboutissent pas, ne produisent pas de résultats, nous pensons qu'il y a possibilité de mettre le mécanisme de guerre, de mécanisme. Est-ce que vous parlez seulement en tant qu'opposant ou vous parlez en tant que Congolais? Je parle comme Congolais. Je parle comme Congolais et mon souci c'est de voir mes compatriotes de Massissi, de Rutshuru retrouver la paix. Parce que on ne peut pas comprendre que nous puissions aller aux élections sans nos compatriotes de Massissi. Dans Massissi, moi, j'ai des électeurs là-bas, j'ai des militants, j'ai des cadres qui sont là-bas. À Rutshuru, pareil. D'ailleurs, le responsable de mon parti à Rutshuru se trouve ici à Kinshasa parce qu'il a fui justement cette situation d'insécurité. Donc, comme Congolais, le réflexe qui m'anime en ces moments, c'est de voir ceux qui gouvernent mettre en œuvre le mécanisme censé pacifier cette partie pour nous permettre d'aller aux élections dans les conditions voulues. Nouvel élan et partons pour le processus électoral. Est-ce que vous envisagez des alliances? Bien évidemment. Et avec qui? Parce que Martin Fayulu est en train de vous lâcher. Non, je crois que Martin Fayulu fait partie des leaders ou fait partie de responsables de partis politiques qui existent en République démocratique du Congo. Nous ne citons pas le nom des partis politiques ou de personnalités avec qui nous allons coaliser, mais nous pensons que aller dans les jeux d'alliance, aller dans le jeu de coalition, c'est ce qui est normal par rapport au système électoral de notre pays. Mais le plus important, c'est de préparer d'abord notre programme, notre projet de société, plutôt notre offre politique. Et lorsque cela sera fini, nous allons le présenter à notre peuple et en ces moments-là, nous verrons... Vous êtes prêt à rejoindre l'Union Sacrée et la Nation? Je ne pense pas que ce soit ça l'idéal, parce que l'Union Sacrée a démontré déjà ses faiblesses. L'Union Sacrée a démontré qu'il n'a pas, en tout cas pendant les 5 ans ici, il est incapable. Vous allez rejoindre le FCC? Nous sommes en train de travailler. Pourquoi seulement vous voulez que nous puissions rejoindre les autres? Pourquoi vous ne pensez pas à ce que les autres nous rejoignent? Et si le FCC venait vers vous, même l'Union Sacrée venait aussi vers vous? Mais nous allons exiger d'abord leur programme. Nous allons demander quel est le programme. Mais vous êtes partant quand même d'avoir des alliances avec l'Union Sacrée, le FCC et même encore Martin Fayulu, votre allié dans la vérité des urnes. On n'est pas ennemi de qui que ce soit. On est en politique, nous pouvons diverger, nous pouvons en tout cas ne pas forcément voir dans la même direction, mais demain, il se peut que les choses évoluent. Mais le plus important pour nous, c'est que toutes ces personnalités-là, tous ces partis politiques-là, toutes ces formations politiques-là présentent au peuple leur offre et c'est au peuple de nous mettre ensemble, c'est au peuple de dire que et si vous nous présentez des offres qui sont d'accord avec ce que vous voulez pour le peuple, avec le peuple. Et en ce moment-là, c'est au peuple de nous mettre ensemble. Et si vous êtes d'accord, le peuple vous met d'accord, et que le candidat qui sera unique n'est pas Adolphe Muzito, est-ce que Nouvel Élan, Blanchard Mungomba, vous serez prêt à soutenir un autre candidat président que Adolphe Muzito? Non, mais si nous l'avions déjà fait en 2018 avec Martin Fayulu, pourquoi ne pas le faire en 2023? C'est possible, c'est toujours possible, parce que pour nous et Adolphe Muzito, ce n'est pas... de soutenir Tshisekedi. C'est comme ça que je dis. Donc, pour l'instant, toutes ces questions ne sont pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour au Nouvel Élan, c'est l'élaboration de notre offre politique de manière à répondre aux besoins de notre peuple. Parce que tous ces partis politiques-là, M. Tshisekedi, tout le monde, il faut leur demander ce qu'ils ont fait pour le peuple, ce qu'ils veulent faire pour le peuple. Il ne suffit pas de se présenter comme candidat parce que vous avez les moyens, parce que vous pensez que vous pouvez mobiliser 4, 5, 6 personnes. Non, il faut encore avoir un programme à présenter à ces peuples-là de manière à voir sa situation s'améliorer. Blanchard Mungomba, aujourd'hui, la population congolaise vous regarde. Cette situation qui vous divise avec Martin Fayulu. Est-ce que vous envisagez vous retrouver autour d'une table? C'est possible, rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Il est toujours possible parce que, je l'ai dit, on est en politique.
On diverge aujourd'hui, il se peut que demain nous puissions regarder et comprendre les textes en tout cas regarder dans la même direction, comprendre le texte de la même manière. Dites-nous la vérité, et si vous n'arrivez pas à avoir un terrain d'entente et que Martin Fayulu reste sur sa position avec la Mouka, et vous de l'autre côté, vous êtes en train d'attendre le 11 avril prochain pour faire cette passation du pouvoir remise et reprise, et que cela n'arrivait pas, comment ça va se passer? Le peuple va trancher. Donc, de la Mouka? Ben ça, moi, je ne sais pas. C'est le peuple qui va décider, le peuple va trancher, parce que le peuple, en créant la Mouka, il ne voyait pas de la Mouka en face. Il voyait une seule plateforme politique de résistance avec une unité de commandement. Et je crois que tous les membres partir. Hein? Tous les membres ensemble, partir. Tout le monde est parti, mais aujourd'hui, il n'y a que Adolphe Mouzito et Martin Fayulu qui étaient restés dans la Mouka, mais nous avons comme l'impression que voilà, les choses sont en train de tourner au vinaigre, mais nous, comme Nouvel Élan, nous continuons, nous disons que nous sommes et nous resterons membres cofondateurs de la coalition de la plateforme politique de résistance, la Mouka. C'est complètement fini. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose à cette population qui est en train de vous suivre maintenant de partout? Ben, ce que je peux dire à la population, c'est de garder espoir. Préparons-nous pour les élections de 2023. Nous ne parlons pas du glissement. Pour nous, ceux qui gouvernent, ceux qui sont à la tête de ces régimes doivent tout faire, pour donner les élections en décembre. Parce que pour respecter la Constitution. Ils doivent respecter la Constitution. lui-même n'a cessé de le dire, je veux respecter la Constitution. Eh bien, le peuple l'attend, le peuple veut voir cela parce qu'il est fatigué de l'insécurité, il est fatigué de la situation sociale qui ne bouge pas. C'est pas seulement à l'Est, à Kwamout, dans le Maïndomé, partout, à Kinshasa, nous avons le banditisme urbain, tout ça, donc ça dérange notre peuple. Les plateaux des Batéké. Exactement, voilà pourquoi il faut qu'il y ait des élections pour permettre au peuple de choisir dans cette atmosphère d'insécurité là. Oui, mais le peuple doit se choisir ses dirigeants capables d'améliorer. On peut dire aujourd'hui que la priorité, c'est seulement les élections. Hein, pas du tout, parce que le peuple ne mange pas, le peuple a de problèmes de sécurité, nous l'avions dit, plusieurs problèmes, l'électricité, l'eau, tout ça, ça pose de sérieux problèmes. Mais nous pensons que tout cela nécessite à ce que nous puissions avoir... dire qu'il n'a rien fait, c'est peut-être être de mauvaise foi. Il a peut-être fait quelque chose, mais... Qu'est-ce que cela à la hauteur des attentes de la population. Exactement. Eh bien, c'est complètement fini. Blanchard Mungomba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, madame. Madame, Messieurs, Blanchard Mungomba, notre invité de la semaine, secrétaire général de Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mouzito. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau numéro de votre magazine Info 7. Je ne cesserai de le dire, Info 7 est magazine de Congo Web Télévision, Info 7 un magazine, donc votre magazine, Info 7 notre magazine. Merci à vous de rester fidèles sur la chaîne haute définition Congo Web Télévision. Eh bien, c'est l'heure, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Info 7 et nous continuons à vous encourager de venir et surtout nous encourageons les femmes congolaises, les femmes politiques à venir décortiquer l'actualité de la semaine. Au revoir et à la prochaine.